Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui vient bousculer des siècles de traditions spirituelles. L'idée que le vrai progrès, il ne se trouve pas en fuyant le monde, mais en plongeant en plein cœur de l'action. C'est une perspective assez radicale qui redéfinit complètement le travail, la vie de tous les jours et notre propre transformation. Alors une question s'impose d'emblée, si l'action est si essentielle, pourquoi est-ce que tant de sages et de maîtres nous ont conseillé de faire tout le contraire? C'est ce paradoxe qu'on va explorer en s'appuyant sur les enseignements de Meret et de Sri Aurobindo pour essayer de comprendre cette divergence fondamentale. On se retrouve donc face à un véritable dilemme spirituel, fuir ou s'engager. Pour bien saisir l'enjeu, on va regarder d'un peu plus près ces deux visions du monde qui s'opposent. L'opposition est vraiment nette. D'un côté, on a des figures comme le Bouddha ou Shankara qui ont enseigné que la vie est une illusion et que pour se libérer, il faut renoncer. Et de l'autre, on a la voie intégrale qui voit la vie comme un champ d'expérience, un terrain de jeu indispensable à la croissance. Ce n'est pas juste une petite différence de méthode, c'est une vision carrément différente de ce qu'est l'existence. Et maintenant, abordons une idée un peu provocatrice, le danger d'une pratique spirituelle qui se coupe totalement du monde. L'idée, ce n'est pas de rejeter la méditation, loin de là, mais de voir ses limites quand elle devient une fin en soi, une sorte d'échappatoire. Et cette citation de Mère, elle est percutante, elle va droit au cœur du problème. Sans le miroir de l'action, des interactions avec les autres, comment savoir si les progrès qu'on croit faire sont réels? On risque de se construire un magnifique château intérieur qui en fait s'écroule au premier contact avec la réalité extérieure. Les conséquences de cette déconnexion, elles sont très concrètes. Sans l'épreuve du réel, il n'y a pas de véritable mesure du progrès. Mère observe que des personnes capables de méditation très profonde peuvent, une fois revenues à leur conscience de tous les jours, manifester des défauts vraiment grossiers. C'est comme si une partie de l'être progressait, pendant que l'autre, elle reste totalement inchangée, endormie. Bon, alors, si la fuite est une impasse, quelle est l'alternative? La réponse est étonnamment simple et elle se trouve juste sous nos yeux. C'est le travail, l'action, la vie quotidienne. C'est là que se trouve la véritable école. Le concept clé ici, c'est celui de l'école d'expérience. Chaque tâche, chaque conversation, chaque défi matériel, tout ça devient une opportunité. Ce n'est plus une corvée à fuir, mais un véritable laboratoire pour tester et affiner sa conscience. L'action devient alors un miroir impitoyable. Est-ce qu'on est vraiment plus calme face à un contretemps? Est-ce qu'on est vraiment libre de ses préférences quand un projet ne va pas dans le sens qu'on voulait? Le travail nous force à confronter notre état intérieur à la réalité, de manière très objective. Le point crucial, il est là. L'action n'est pas seulement une validation, c'est un diagnostic permanent. Elle ne montre pas seulement où on a réussi, mais elle met surtout en lumière toutes les zones d'ombre, toutes les faiblesses qui restent encore à transformer. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de s'agiter dans le monde sans réfléchir. La vraie transformation, c'est bien plus subtil que ça. C'est un processus en deux temps, un mouvement de conscience qui cherche à unir le ciel et la terre, si on peut dire. L'idée, ce n'est pas du tout de rejeter l'expérience intérieure, bien au contraire. La philosophie de Sri Aurobindo propose d'intégrer les deux mondes. L'un ne peut pas vraiment aller sans l'autre. Alors, voyons un peu comment cette méthode se construit. D'abord, il faut monter, trouver ce contact intérieur avec une conscience plus vaste, plus libre. Mais, et c'est là que tout bascule, il ne faut pas y rester. La deuxième étape, qui est cruciale, c'est de descendre, de ramener cette conscience, cette force, dans l'action de tous les jours. Le but n'est plus de s'échapper, mais de transformer le monde en y infusant une conscience supérieure. Cette citation résume parfaitement tout le processus. C'est un acte délibéré. Aller chercher une conscience nouvelle, une force nouvelle, et la mettre en contact direct avec le monde matériel pour qu'elle puisse y travailler et le changer de l'intérieur. Cette vision est grandiose, c'est sûr, mais sa mise en pratique, elle se joue dans les tout petits détails du quotidien. Parce que sur ce chemin, c'est souvent nous-mêmes qui construisons les murs qui nous bloquent. Le principe est d'une simplicité désarmante. Chaque fois qu'une pensée, une émotion ou une action nous tire vers le bas, qu'elle diminue notre clarté ou notre bienveillance, on pose une pierre sur notre propre chemin. Et à quoi ressemblent ces pierres? Ce ne sont pas de grands drames métaphysiques, C'est l'impatience dans la file d'attente, un jugement un peu trop rapide sur un collègue, une petite déformation de la vérité, une répulsion pour une tâche, bref, des choses banales, quotidiennes, qui semblent ne pas avoir d'importance. Et c'est là que la métaphore du mur est si puissante. Chaque petit mouvement négatif, chaque petit compromis avec son idéal n'est pas anodin. Il s'ajoute à tous les autres pour former une barrière solide, construite par soi-même, qui nous isole de la conscience qu'on cherche justement à atteindre. Finalement, toute cette analyse nous laisse avec une question fondamentale. Face à chaque circonstance, chaque interaction, chaque pensée, quel choix fait-on? Est-ce qu'on ajoute une pierre au mur de notre prison intérieure ou est-ce qu'on construit un pont qui nous élève et qui transforme le monde avec tout? La réponse, elle se trouve dans nos actions, ici et maintenant.